Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le bon MJ. Dans cette vidéo, on va parler de l'ennemi intérieur. La grosse campagne de Warhammer. Donc j'avais fait quelques vidéos il y a peut-être 1 ou 2 semaines sur Warhammer et pour ceux qui les ont vues, vous savez que je me prépare à lancer une campagne de Warhammer à la rentrée. Donc on avait surtout parlé de système, de machin et tout dans les premières vidéos. Et depuis, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis plongé dans les livres de Warhammer Fantasy 4e édition. Et toute la campagne impériale, ou plutôt la campagne de l'ennemi intérieur, je risque de confondre un peu les deux, puisqu'il me semble, dans sa première édition, cette campagne s'appelait la campagne impériale, maintenant c'est l'ennemi intérieur. Que je dise campagne impériale ou ennemi intérieur, on parle bien de la campagne de l'ennemi intérieur pour Warhammer Fantasy Roleplay 4e édition. Donc j'ai lu tout ça, et dans cette vidéo, je vais vous en parler. Alors il y aura peut-être... normalement, j'essaye de pas faire de spoiler, je vais pas vous raconter toute l'histoire de la campagne, ce qui se passe dans chaque chapitre, etc., etc. Mais c'est pas non plus une vidéo, si vous voulez absolument ne rien savoir, etc. C'est pas la vidéo qu'il faut que vous regardiez. Donc après avoir lu cette campagne, qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que j'en ai appris? On va parler de mon impression, je l'ai pas encore joué. Sachant que, moi, d'habitude, je joue pas du tout des campagnes dites du commerce, donc c'est-à-dire des campagnes préécrites. J'ai toujours joué des campagnes que j'inventais, et plus récemment, je jouais même plutôt des campagnes, on va dire, assez bac à sable, où même si je préparais pas mal de choses en amont, il y avait plein de créations en continu dans un univers que je créais, etc. Donc pour moi, les campagnes, on va dire, préécrites, avec une intrigue où on essaie de vous emmener d'un point A à un point B, plus ou moins, c'est pas du tout mon genre. Et donc, lire la campagne de l'ennemi intérieur, c'était vraiment un truc qui n'avait rien à voir avec ce que je fais d'habitude. J'ai peut-être lu 1 ou 2 campagnes dans ma vie, et j'en ai fait jouer aucune, concrètement. Donc, l'ennemi intérieur, c'est parti. Donc, en gros, l'ennemi intérieur, comme je disais, à la base, c'est la campagne impériale dans Warhammer première édition, il me semble. Et maintenant, ça s'appelle l'ennemi dans l'ombre, et c'est la grosse campagne mythique dans l'univers de Warhammer. Donc je pense que s'il y a 2 campagnes qui sont mythiques dans le jeu de rôle, il y en a peut-être 3 qui me viennent comme ça. Il y a les Masques de Nyarlathotep que j'ai jamais lu, jamais joué, rien du tout. Il y a Curse of Strahd qui est hyper connu aujourd'hui. Le 3e qui me vient comme ça, pour moi ça a toujours été la campagne de l'ennemi intérieur, donc cette grosse campagne en 5 volets pour l'univers de Warhammer, qui se passe dans l'Empire. Et avec la 4e édition, en gros, cette campagne, c'est une sorte de... C'est pas un reboot, ils appellent ça une Director's Cut. Donc c'est une revisite de cette vieille campagne, mais avec plein de changements, l'expérience de plein de joueurs, des feedbacks, etc. Ils l'ont refondu, en gros, pour Warhammer 4e édition. Actuellement, en français, on a les 4 premiers volets. Le 5e va plus trop tarder, enfin je crois. J'ai l'impression que c'est pas hyper rapide, mais il est en cours de création, le 5e volet. Et en anglais, elle est terminée. Donc ça déjà, c'est un truc qui est assez cool. C'est que, un des trucs notamment qui m'a fait me dire, je veux jouer à Warhammer, mais en plus j'ai peut-être envie d'essayer pour une fois de jouer une campagne, c'est qu'elle soit terminée en fait, que l'écriture de cette campagne soit terminée, parce que pour d'autres jeux, notamment des jeux à mystère, des trucs comme ça, le fait que j'ai déjà eu des envies de jouer des campagnes, par exemple pour Symbaroum, mais en fait, comme les campagnes n'étaient pas finies d'être écrites, etc., il n'y avait pas beaucoup de retours dessus, on ne sait pas trop où on va, et donc quand on est dans l'attente du prochain épisode, je sais pas, ça me faisait un peu peur, quoi, parce que je me disais, moi j'aime bien avoir une idée de où on va, pour pouvoir semer des graines, etc., surtout que quand c'est en cours d'écriture, c'est là qu'il peut y avoir justement c'est un peu comme les séries, vous voyez, les séries Netflix, les machins, les mecs savent pas forcément exactement où ils vont. J'imagine qu'ils ont une idée en tête, mais en termes éditorial, quoi, sur plusieurs années, les auteurs vont peut-être changer, j'en sais rien. Et du coup, on sait pas trop où on va. Là, au moins, elle est terminée. Et donc, j'ai la possibilité, en fait, avant de la lancer, de regarder sa structure dans l'ensemble. Et donc, c'est ce que j'ai fait. C'est pour ça que j'ai littéralement lu pendant 1 mois, là, 1 mois et demi, plein de... 1 mois, j'exagère peut-être, peu importe. J'ai lu la campagne. Donc la campagne, elle commence avec l'ennemi dans l'ombre. Donc l'ennemi dans l'ombre, c'est un des scénarios qui doit être le plus joué de la campagne, j'imagine, puisque vu la taille de la campagne, je pense qu'elle a été beaucoup plus lancée qu'elle n'a été finie, ce qui est normal en fait, statistiquement. Donc c'est le scénario qui a dû être le plus joué. L'ennemi dans l'ombre, c'est le premier épisode qui s'enchaîne ensuite avec Mort sur le Reich. Mort sur le Reich, je pense que c'est le nom Mort sur le Reich, là. C'est celui qui revient le plus souvent pour moi, parce que j'ai l'impression que c'est un des épisodes qui pourrait être les plus longs de la campagne. C'est le 2e volet. Ensuite, ça s'enchaîne sur le pouvoir derrière le trône, puis le Racornu. Alors le Racornu,
c'est une nouveauté un peu par rapport à la première campagne, parce que la première campagne, le quatrième volet, c'était un truc qui se passait à Kislev. Donc on sortait de l'Empire et tout. Les 3 premiers tomes, grosso modo, c'est une refonte de la première campagne. Les 2 derniers, ils sont beaucoup plus novateurs, de ce que j'ai compris, par rapport aux 3 premiers. Donc le raccord nu, c'est le 4e, et ça se termine avec l'Empire en ruine, que je n'ai pas, parce que l'Empire en ruine, comme je vous le disais, pour l'instant, il n'existe qu'en anglais. Donc j'ai pris que le PDF pour pouvoir le lire, et j'attends la traduction pour me procurer les bouquins en français. Donc on va passer un peu sur chacun des bouquins pour voir dans les grandes lignes ce que ça propose. Encore une fois, je vais pas... Si vous voulez pas être spoilé, barrez-vous. Mais honnêtement, c'est pas du gros spoiler. Mais déjà, ce qu'il faut comprendre, et ce que je vais essayer d'illustrer, en fait, dans cette première partie, si je puis dire, c'est que la campagne, elle est extrêmement riche. Parce qu'en fait, là, je vous ai montré les 4 bouquins que j'ai. En fait, au total, c'est 10 livres, la campagne. Si vous voulez tout avoir, etc. C'est-à-dire que, comme vous pouvez le voir, L'ennemi dans l'ombre, je ne l'ai pas parce que il est en réimpression en français. Il est plus disponible. Donc j'ai que L'ennemi dans l'ombre compagnon. Donc c'est quoi compagnon? En fait compagnon c'est un 2e livre qui vient avec chaque volet. Donc vous avez 5 volets. À chaque fois il y a le livre principal du volet et puis il y a le compagnon du livre. Donc L'ennemi dans l'ombre compagnon. Mort sur le Reich, compagnon, etc. Chacun des livres de campagne propose déjà énormément de matos. Mais chaque compagnon rajoute de la richesse, des scénarios optionnels, des règles, des trucs, etc. etc. Donc c'est vous dire la richesse des livres, quantitativement. Cette campagne, c'est un gros bébé. Ça, à mon avis, ça peut durer pendant... ça dépend toujours du rythme, du nombre de parties, de la fréquence des parties, du rythme quand vous jouez, du nombre de joueurs, du système de règles que vous utilisez, ça dépend d'1 milliard de facteurs, la durée d'une campagne, donc honnêtement, je vais pas m'amuser au jeu de combien de temps ça dure, mais c'est une grosse campagne. Une grosse campagne qui va, en fait, avoir déjà une force importante à mon avis, c'est que c'est une campagne qui va nous faire voyager pas mal de choses et visiter beaucoup de tropes, de situations et de thèmes différents de l'univers de Warhammer. On va pas visiter le monde entier de Warhammer, parce que le monde de Warhammer, il est vraiment gigantesque, mais au sein même de l'Empire, on voit pas mal voyager, et on va interagir avec beaucoup de factions différentes, etc., etc. Donc une des forces de la campagne, je pense, c'est que si vous la faites jouer, vous avez eu une expérience Warhammer de ouf, quoi. Genre, c'est pas concentré sur une petite ville, c'est pas un truc niché dans l'univers de Warhammer, qui peut être très cool à jouer aussi, mais qui va pas balayer énormément de possibilités. Cette campagne, elle balaye énormément des possibilités du jeu, pas toutes, mais énormément. Par exemple, vous allez... Il me semble pas vous rendre sur les terres des elfes, vous n'allez pas sortir de l'Empire d'ailleurs, ou à peine. Vous n'allez pas aller en Lustrie ou jouer un clan nain qui défend sa forteresse sur plusieurs générations. Enfin, il y a 1 milliard de trucs à jouer dans Warhammer. Ici, vous allez jouer un groupe d'aventuriers qui va vivre beaucoup de choses différentes. Donc, c'est une campagne d'aventure. Elle n'est pas centrée sur une thématique spécifique, je dirais. Elle a peut-être une thématique globale, mais elle n'est pas centrée sur une thématique spécifique. Donc le profil de personnages auxquels on s'attend à faire face, ce sont des aventuriers qui vont visiter plein de choses différentes, changer de milieu social assez fréquemment, pour justement avoir une grande visite de l'univers de Warhammer. Ça, c'est un des premiers trucs de la campagne, c'est un grand voyage. Le deuxième truc de la campagne, s'il devait y avoir un grand thème, c'est celui de sauver l'Empire. La campagne porte bien son nom, ça s'appelle L'ennemi intérieur, et on parle ici d'un ennemi intérieur à l'Empire qui menace de faire s'effondrer l'Empire, qui le ronge de l'intérieur, et donc ça aussi c'est le cœur de la campagne. Donc je dirais qu'en fait, si après avoir lu tous ces bouquins, vous ignoriez entre guillemets le plot principal, vous ignoriez les factions, etc., mais que vous aviez tout lu et que vous aviez compris un peu l'essence de ce qu'on essaye de faire, et que vous piochiez des trucs là-dedans mais sans suivre l'intrigue principale, on pourrait dire qu'une d'une certaine façon, à partir du moment où vous faites voyager vos joueurs dans l'Empire et leur faites affronter l'ennemi intérieur, vous êtes à peu près dans les clous de cette campagne. Et tout le reste ensuite, c'est une énorme boîte à outils. Alors bien sûr, il y a une grosse intrigue principale qui relie les 5 bouquins, mais honnêtement, je pense pas que ce soit la vraie force de la proposition, cette intrigue. Même si l'intrigue peut être riche, complexe, etc., et que c'est quelque chose que vous auriez probablement du mal à créer de votre côté comme ça, ex nihilo, elle a pas non plus... Enfin, bon, pour moi, je suis pas en mode « Waouh, l'histoire est ouf, quoi ». Elle est ouf dans sa richesse, mais pas dans son originalité particulièrement, ce genre de truc. Enfin, ça m'a pas transcendé à ce niveau-là. C'est plutôt dans l'exécution et le nombre de choses qu'on vous propose différentes pour faire voyager vos joueurs dans l'Empire et affronter l'ennemi intérieur que je trouve que la campagne, elle est très très forte. Dans sa structure aussi, la campagne, elle est très variée aussi. C'est ça qui est fort, c'est qu'il y a vraiment des moments où on est plus dans une sorte de bus tourisme, j'ai envie de dire,
des moments, on attend des joueurs qui fassent des choses, que ça peut être un peu télégraphé, et globalement, ce qui est intéressant, c'est de jouer un peu à côté de ça, je pense. De rajouter des choses. Tandis qu'il y a des moments, au contraire, où on est plutôt dans un truc hyper timé, hyper intense, très resserré sur des événements qui vont avoir lieu, par exemple, sur une semaine, où là, on a tout un casting, etc., et une tension palpable. On a d'autres moments qui sont carrément des scènes qui, cinématographiquement parlant, sont très très puissantes, enfin des scènes hyper évocatrices. On a des moments où c'est plus un bac à sable dans toute une ville, on a des moments, enfin voilà, on passe par plein de choses différentes. Donc en fait tout ça, ça me donne vachement envie de jouer, parce que je me dis que dans cette campagne, il va y avoir plein de choses différentes à préparer. Il y a des trucs, ça va être de la préparation minutieuse, de timing et tout. D'autres trucs où ça va être plutôt se plonger dans une ambiance et être prêt à improviser. Enfin, j'ai l'impression que l'exercice de faire jouer cette campagne, il peut être très très cool. D'ailleurs, on verra en conclusion un truc à propos de ça. Je vais maintenant vous parler donc, enfin, de la structure des 5 bouquins. Donc en gros, on a donc L'Ennemi dans l'ombre, qui est le premier opus, où on commence un peu, où on nous dit, voilà, vous êtes des aventuriers, vous commencez à tel endroit. Donc il n'y a pas trop d'indications sur quel genre de personnage on devrait créer et tout. Vous commencez à un endroit, et puis il va y avoir une accroche qui, si elle est un peu foireuse, à mon avis, ça c'est un premier truc, l'accroche du début est un peu bizarre. Si elle est un peu foireuse, et originale, enfin, c'est pas une accroche très très commune, je pense qu'elle a assez de fun pour que les joueurs aient envie de s'engager dans cette accroche. Et donc au début, vraiment, on sait pas trop où on va. Il y a des événements, on fait pas forcément le lien entre eux. Il n'y a pas, comment dire, dès le début, une mission forte qui vous est donnée pour vous mener dans la campagne. Au début, c'est assez lâche, en fait. On sait juste qu'on doit plus ou moins amener les personnages vers une ville dans laquelle la plus grosse partie de la campagne, enfin de l'épisode de campagne de L'Ennemi dans l'ombre va se passer, où là, ce sera un peu plus bac à sable, enquête à la Cthulhu, avec une grosse description de la ville. Il y a toujours à chaque fois, où qu'on aille, quand même beaucoup de matos, de personnages, de lieux, etc. On va se retrouver dans une ville de Bogenhafen, et à Bogenhafen, il va se passer des trucs de ouf. Quand vos PJ ils en ont fini avec Bogenhafen, dans L'Ennemi dans l'ombre, ils vont enchaîner sur Mort sur le Reich. Mort sur le Reich, c'est, donc comme je disais, un gros morceau. En fait, c'est un gros morceau parce que c'est un grand voyage. C'est un grand voyage sur un fleuve. Donc là, c'est pareil, l'accroche, parce que je vais pas parler de l'intrigue ici, mais tout ça est relié par une sorte d'intrigue. Hein. Là, le passage de L'Ennemi dans l'ombre à Mort sur le Reich, pourquoi on se mettrait à faire ce qui est suggéré dans Mort sur le Reich? C'est un peu ténu, honnêtement. Et le simple fait que vos joueurs, finalement, sachent, en tant que joueurs, j'entends, que Mort sur le Reich, c'est le 2e épisode, et que vous leur disiez, on va passer au 2e épisode, et qu'ils aient entendu dire, je ne sais où, peut-être par vous, que Mort sur le Reich, c'est un peu plus une histoire qui va se passer sur un bateau, sur un fleuve, donc un des grands fleuves de l'Empire. Je pense que c'est une information qui n'est pas dans la diégèse, vous voyez, mais qui est importante pour qu'ils se disent, ok, si on veut profiter de ce 2e épisode, il faut qu'on joue le jeu d'être les mecs dans le bateau sur le Reich, parce que c'est pas, voilà, c'est pas évident les raisons qui les mèneraient, je trouve, à poursuivre l'intrigue dans Mort sur le Reich. Il y a un travail de MJ pour le renforcer, ou une bonne volonté, je dirais, une bonne foi, une envie de vos joueurs à faire ce qui est proposé dans Mort sur le Reich pour que ça fonctionne bien. Parce que, encore une fois, au début de la campagne, je trouve que les motivations des personnages, etc., ce qui les amènerait à suivre l'intrigue, sont assez faibles, ce qui en même temps leur donne cette possibilité cette sorte de droit à l'errance un petit peu dans l'Empire, en restant sur le Reich, dans Mort sur le Reich, mais le droit un peu de pas être en mode, oh là là, il faut absolument poursuivre l'intrigue et tout et tout. Mort sur le Reich, je pense que c'est un morceau qui peut être assez long. On voyage comme ça sur le Reich, on est dans une sorte de course-poursuite un petit peu avec d'autres factions, et il y a un final incroyable. À chaque fois, les finales d'épisodes sont assez puissants, et celui de Mort sur le Reich, qui se passe dans une sorte de grand château et tout, est assez ouf, je dois vous le dire. Et puis ensuite, pareil, c'est toujours très très faible en termes de motivation, mais on doit passer de Mort sur le Reich à Le pouvoir derrière le trône. Le pouvoir derrière le trône, changement total d'ambiance. Dans le premier volet, on était dans une petite ville, on faisait des enquêtes. Mort sur le Reich, on voyage sur un fleuve, beaucoup de trucs dans la nature et tout. Pouvoir derrière le trône, on voyage jusqu'à Middenheim, donc on change carrément de province, et normalement il faut le ressentir comme un changement culturel, c'est-à-dire que les 2 premiers volets se passent dans le Reichland, près de la capitale impériale, plutôt sud de l'Empire, quoi. Là on monte dans le nord, on se retrouve dans une grande ville, quelque chose qui a rien à voir avec l'échelle de Bogenhafen. Middenheim c'est vraiment une grande cité, et là on passe dans un truc, ambiance carnaval,
un peu chronométré, quoi. Tous les jours, il se passe des trucs, il y a un casting de fou, et il y a un gros complot dans l'ombre. C'est très politique, c'est vraiment très différent. Même si dans les 2 premiers volets, là, Mort sur l'Oraque et tout, on passe parfois par Altdorf, donc Altdorf qui est la capitale de l'Empire et qui est une grosse ville, c'est pas un point d'arrêt, c'est pas censé être un endroit où on va rester très 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 longtemps. Là, vraiment, Middenheim, c'est la ville où on va rester, et on va apprendre à la connaître, etc. Parce qu'une fois qu'on a terminé le pouvoir derrière le trône, on continue sur le Racornu, qui se passe toujours à Middenheim. Alors, je dirais qu'une fois que vous avez passé les 3 premiers volets, c'est-à-dire l'ennemi dans l'ombre, Mort sur l'Oraque et le pouvoir derrière le trône, normalement, là, on commence à entrer dans la partie de la campagne où j'ai envie de dire, il y a moins ce côté bizarre, enfin, ce côté fluctuant des motivations. À partir de ce moment-là, vous êtes vraiment ancré dans les intrigues, vous êtes rattaché à des personnages qui font partie de l'élite, et donc vous êtes directement lié à des gros enjeux. Ça veut pas dire que forcément que vous êtes ultra puissant, etc., que vous avez une énorme influence, mais vous êtes, on va dire, dans les petits papiers, et dans le secret de certaines intrigues. C'est un peu ça l'idée. L'ennemi intérieur, justement, est bel et bien identifié à ce moment-là. Et normalement, je pense qu'à partir de ce moment-là, la question de pourquoi nos personnages y continueraient, un souci potentiel, quoi. Donc le Racornu, comme je disais, continue à Middenheim. Là, on repasse dans un mode enquête, et il y a énormément d'enquêtes différentes. Ça a été un des plus durs à lire. C'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à lire un peu en diagonale. Vous voyez, à pu lire en détail vraiment les intrigues, à essayer de les décortiquer. Déjà parce que je sais que si je joue la campagne, le Racornu, je suis pas prêt de le jouer, il faudra déjà qu'on ait fait les 3 premiers tomes. Mais aussi parce que à ce moment-là, voilà, il y a plein de petites intrigues avec des personnages qui sont pas forcément principaux, c'est beaucoup des enquêtes, des trucs comme ça. Et donc je me dis, je les lirai au moment où j'y serai, quoi. Il y a beaucoup d'enquêtes dans Middenheim. Ensuite, on ressort un peu de Middenheim pour enquêter encore un peu autour, on retourne un peu à la nature, quoi. Et on termine par une sorte de petit voyage dans les montagnes, les monts du milieu, je crois, où là on repart dans la nature, dans la neige, et on part vers un final épique sur la campagne. Et ouais, il y a des scènes de ouf à jouer. Et ce qui est intéressant dans celui-là, je trouve, dans le Racornu, c'est qu'avec toutes ces petites enquêtes, etc., on est sûr de beaucoup interagir avec la ville. Là où à Bogenhafen, dans l'ennemi dans l'ombre, certes, on est dans une ville, mais je sais pas si on aura autant le temps de se laisser aller dans la ville, quoi. On a quand même une intrigue principale qu'on identifie assez vite. Dans le Racornu, toutes ces petites enquêtes et tout, vous nous emmenez à plein d'endroits dans Middenheim et tout. Et à la fin du Racornu, donc là j'ai pas le 4e livre le 5e livre à vous agiter devant le pif, quand on va arriver dans l'Empire en ruine, là on arrive au niveau où il va se passer des batailles épiques. Vos personnages vont être amenés à rencontrer vraiment l'élite de la nation, à se retrouver dans des événements historiques. Il y a beaucoup de scènes très puissantes et on monte vraiment à un niveau d'épicness. On tend vers la fin de la campagne où l'ennemi intérieur va se révéler de ouf. Donc c'est les démons et compagnie, quoi. C'est le Dawa. On va aller toucher à des objets mythiques. Et donc on a vraiment comme ça une progression crescendo. 1, 2, 3, 4, 5 de on est des randoms à on est des randoms qui malheureusement sont pris dans des trucs qui les dépassent à on est des randoms et on participe à des événements qui vont faire qu'on va plus être des randoms, les gens vont commencer à nous reconnaître, on va se faire une sorte de réputation, on va dire. On va devenir peut-être connus et on va pouvoir conseiller ou en tout cas assister les puissants jusqu'à devenir, voilà, finalement, ceux qui, on l'espère, réussiront à sauver l'Empire et deviendront peut-être des personnages, entre guillemets, principaux de l'Empire lors de l'épilogue, quoi. Tellement on aura fait des trucs de ouf que normalement, on va pas retourner à une vie de fermier, j'ai envie de vous dire. Donc vraiment gros voyage. Et tout ça, je pense, ça peut se jouer sur plusieurs années. Encore une fois, tout dépend du rythme et tout. Et ça peut se jouer de bien des manières. On y reviendra après. En tout cas, si on fait tout ça, je pense vraiment plein de trucs à faire dans cette campagne. Du pseudo dungeon crawl. D'ailleurs, il y a des gens qui détestent ça, j'ai l'impression. Mais on a du pseudo dungeon crawl, c'est-à-dire qu'on a des aventures qui sont vraiment basées sur des lieux à explorer avec plein de petites salles et tout. On a des enquêtes, on a des scénarios un peu mondains, des scénarios un peu politiques, on a potentiellement des batailles de siège, on a du voyage, de la survie, y a vraiment plein de choses différentes à jouer, donc ça c'est cool, c'est pas genre on va jouer là pour les 4 années à venir à un jeu d'enquête, vous voyez. Donc je trouve que le fait qu'on fasse des choses variées, ça donne envie de prendre son temps, parce qu'on se dit, il va pas s'agir de jouer véritablement à la même chose tout le temps, quoi. Mais est-ce qu'on a envie de prendre son temps? Moi je pense aussi que cette campagne, même si on dit ouais c'est une grosse campagne qui peut durer des années et tout, il y a plein de choses qui sont optionnelles. Honnêtement, en fait, c'est une des raisons pour laquelle je voulais lire la campagne en entier. C'était pour avoir une idée vraiment de la structure. D'ailleurs, petit défaut de la campagne, c'est que à chaque épisode, vous redécouvrez plein de nouveaux personnages, etc.
Et plus on avance, plus ça devient critique, entre guillemets. C'est un reproche qui est beaucoup fait à la campagne, c'est qu'au 5e épisode, bam, il y a tout un nouveau casting qui arrive. Le plot twist. Plutôt la révélation finale est un peu décevante, etc. etc. Et donc, avoir une idée globale de la campagne pour essayer de, à votre manière et à votre goût, de corriger ces trucs-là, si vous êtes déçu par la fin, etc. Je pense que c'est vraiment de l'ordre du faisable, il y a plein de matos pour le faire, mais ça nécessite d'avoir une idée de la campagne globale. Et en fait, une fois que vous avez une idée de la campagne globale, grosso modo, ils vont devoir aller de là, 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 je peux même être explicite avec eux, en fait. Si j'ai envie, à la fin d'un épisode, de dire, bon, on a terminé cet épisode, on va faire une ellipse, et maintenant, vous allez aller là-bas, vous n'êtes pas obligé de leur laisser le choix, en fait. On peut le faire, et comme ça, on les raccroche à chaque épisode à la nouvelle situation. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des jalons, je pense, il y a des piliers de la campagne pour essayer de conserver son intrigue qui sont importants. Mais déjà, ces piliers, je suis pas sûr que ce soit les mêmes pour tout le monde, honnêtement. Moi, il y a des trucs, j'ai absolument envie de les faire jouer parce que je vois la scène et tout dans ma tête, je me dis putain, ouais, ça vaut le coup d'être joué ça. Il y a d'autres trucs, honnêtement, je me dis bon, ça tire un peu en longueur, peut-être que je le ferai différemment. Tout ça pour dire que pour faire jouer la campagne de l'ennemi intérieur, on n'est pas obligé de jouer tous les scénarios de la campagne. Sachant que, comme je le disais, il y a des scénarios bonus. Il y a des scénarios bonus avec les compagnons. Donc vous pouvez rajouter plein de passages et tout. Donc je pense que cette campagne, elle a la possibilité d'être compressée ou étendue de plein de manières différentes. Par exemple, Mort sur le Reich, si vous décidez de jouer avec les règles de navigation, etc., au jour le jour et tout, ça peut durer hyper longtemps. Si vous êtes plutôt dans une vibe un peu narrative, vous pouvez franchement ellipser des passages en bateau, jouer quelques passages en bateau que vous trouvez cool, mais sinon ellipser, aller plus vite d'une ville à une autre pour voyager plus vite sur le fleuve du Reich et terminer le truc très rapidement. Pour me préparer à jouer cette campagne, j'ai lu les bouquins de manière plus ou moins exhaustive, mais j'ai aussi regardé des vidéos. Donc par exemple, une vidéo de Lowhammer. Donc Lowhammer, c'est une chaîne YouTube américaine, j'imagine, ou anglaise, anglophone, sur Warhammer, où ils font un gros actual play sur l'ennemi intérieur. Et le gars, c'est un des gars qui a... donc Lowhammer, là, c'est un des gars qui a écrit les campagnes, enfin qui a participé à l'écriture des campagnes, qui a laissé sa marque dans l'histoire éditoriale de Warhammer jeu de rôle. Et il a joué plusieurs fois la campagne impériale, et je crois qu'il disait, j'ai dû jouer une 40aine de fois l'ennemi dans l'ombre, donc la première partie de la campagne. Et il dit, à chaque fois, c'était différent. À chaque fois, je suis pas allé au bout à chaque fois. J'ai modifié la campagne à chaque itération dans laquelle j'ai joué. Des fois, je l'ai faite plus épique, des fois, je l'ai faite moins épique, etc., etc. Et j'ai regardé une autre chaîne française, pour le coup, cette fois-ci, que je trouve bien sympathique, c'est Jet de Bibliothèque. Donc Jet de Bibliothèque, c'est une chaîne YouTube qui parle pas seulement de Warhammer, mais qui a fait pas mal de vidéos sur Warhammer et la campagne de l'ennemi intérieur. Bon, bah, c'est pareil. Lui, il dit... moi, cette partie-là de la campagne, elle a duré 4 sessions, celle-là, elle a duré 6. Et en fait, sur le papier, moi, je me dis, putain, c'est rapide par rapport à ce que je vois dans le livre. Mais en même temps, je sais pas la durée de ses campagnes, je sais pas comment il l'a fait jouer. Et en fait, je pense que personne n'a joué la campagne de l'ennemi intérieur de la même manière. Donc dire que c'est forcément une campagne longue, je suis pas sûr. C'est probablement pas une campagne courte. Genre, c'est pas une mini-campagne en 5-6 sessions. Mais je pense qu'il y a moyen de l'aménager de plein de manières différentes. Et ce qui est vraiment fun, du coup, en tant que MJ, ça va être de s'emparer de ce truc et de le faire jouer à sa manière, quoi, avec son groupe. Et honnêtement, moi, je sais pas encore comment je vais le faire jouer. J'ai pas particulièrement envie que ça traîne en longueur. J'ai encore moins envie de rusher ça. J'ai envie de la jouer, de me faire plaisir sur la campagne. Et donc, je sais pas encore ce que je vais accélérer, ce que je vais pas accélérer, à quel point on va s'écarter de l'histoire de la campagne ou pas. Tout ce que je sais, c'est qu'avec les 5 opus et leurs 5 compagnons, j'ai du matos pour m'inspirer. Et ça, c'est sans compter, bien sûr, tous les trucs qui seraient pas directement liés à la campagne, mais qu'il y a dans l'univers de Warhammer, quoi. Ça donne très très envie. D'ailleurs, concernant ce côté modulable et faites ce que vous voulez de cette campagne, en fait, il y a un autre truc que je trouve sympathique. Donc, c'est que au-delà même des compagnons, qui sont... donc ces livres qui viennent en plus de chaque volet, qui vous proposent des PNJ à rajouter, des scénarios à rajouter, etc., etc. Il y a à chaque fois des propositions pour changer la campagne elle-même. C'est-à-dire que ça, je trouve que c'est vraiment cool. Parce qu'en fait, philosophiquement parlant, déjà, ça vous dit, l'auteur, il s'en fout hein, que tu fasses la campagne telle qu'elle est écrite. Il faut arrêter avec le délire de « il faut le faire by the book ». Non, non. Les auteurs du livre, déjà, il y a des grognard box. Donc, les grognard box, qu'est-ce que c'est? C'est en gros pas des commentaires, mais des options proposées par les auteurs pour modifier la campagne. Donc, c'est-à-dire, par exemple, ils disent si vos joueurs, ils ont déjà joué ce scénario, peut-être qu'ils s'en souviendront et tout, vous pouvez le twister en faisant ça, ça, ça. Et ils donnent à chaque fois des petites suggestions qui sont vraiment sympas pour changer les scènes. Je vais prendre un exemple très très concret. Par exemple, au début, il y a une petite histoire en diligence. Au tout début de la campagne, en fait, l'équipage de cette diligence, on vous propose des alternatives.
normalement vous avez un cast de PNJ qui se trouve dans la diligence avec les PJ, et on vous dit, en vrai vous pourriez mettre ce personnage à la place, ou vous pourriez mettre ce personnage à la place. Et quasiment à chaque scène, vous avez des suggestions de manière un peu différente de les faire et tout. Donc du coup, ça donne vraiment envie de faire sa propre campagne impériale en fait. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien. On vous propose des PNJ alternatifs, des trucs, des fois, honnêtement, dans les propositions qui changent toute la campagne. D'ailleurs, donc ça, c'était le problème pour ceux qui ont suivi les sorties et qui ont pas pu jouer la campagne peut-être dès que les 5 tomes étaient sortis, mais même dans l'épisode final, dans le livre final, vu qu'à partir du 5e livre, ils savent ce que c'est la campagne en entier, ils vous proposent encore des modifications pour le tout début de la campagne. C'est-à-dire dire, ok, vous voulez que le grand méchant final, ce soit pas celui qu'on vous propose, ben, vous pouvez prendre cet autre personnage, et dans ce cas-là, voilà des manières un peu d'essayer de l'introduire dès le premier épisode. Je trouve que c'est intéressant. Alors malheureusement, si vous avez déjà fait jouer les 4 premiers épisodes, vous n'allez pas pouvoir créer ce twist, mais bon, rien n'est parfait. J'ai envie de vous dire. Donc ouais, clairement, moi, la campagne, je la ferai pas du tout jouer telle qu'elle est écrite. Moi, clairement, la campagne, je la ferai pas jouer exactement comme elle est écrite, parce que, par exemple, j'ai envie qu'il y ait des PNJ qu'on voit à la fin de la campagne qui arrivent plus tôt. J'ai envie d'avoir une introduction qui est différente, etc. Et je me sens pas trop mal à l'aise à le faire, quoi, en fait, par rapport à d'autres campagnes. Même s'il y a une intrigue qu'on est censé suivre, j'ai l'impression d'avoir vraiment plein de matos pour pouvoir faire ce que je veux, donc ça, c'est très très cool. Je pense que j'arrive à peu près au bout de ce que j'avais envie de raconter. Je terminerai en vous expliquant avec quel système je vais y jouer. Mais tout ça pour dire, pour essayer de conclure là-dessus, que pour moi c'est une méga boîte à outils cette campagne. Il y a du bestiaire, il y a du monstre, il y a des règles, il y a des scénarios alternatifs, etc. Et je trouve que ça donne envie d'être joué. C'est pas forcément simple à lire. Je vais pas vous dire que cette lecture m'a réconcilié avec la lecture de campagne. Il y a plein de moments où j'étais en mode putain, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? J'étais en train de me buter à lire le truc. Au bout d'un moment, j'ai commencé à sauter des parties, à essayer de retrouver, essayer de trouver les informations vraiment essentielles pour comprendre ce qui se passe dans l'épisode plutôt que de tout lire. Lire alors que je suis pas encore en train de la jouer, c'est pas facile. Lire les 5 tomes d'affilée, c'est pas facile. Mais en tout cas, ça me donne envie de le jouer, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de campagnes que j'ai pu lire. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il y a quelque chose à en faire, et que si jamais, j'en sais rien, vous êtes un peu comme moi, et que vous aimez pas jouer des campagnes écrites, etc., je peux me retrouver là-dedans, dans le délire un peu, ah là là, est-ce que je vais bien réussir à faire la campagne ? Est-ce que je respecte bien le matériau de base et tout ? Moi, je me faisais un peu cette réflexion au début, et petit à petit, ça s'est barré, parce qu'en fait, c'est complètement irrationnel, c'est complètement stupide. Enfin, stupide, non. Ça peut vous tenir à cœur et tout, mais ce que je veux dire, c'est que, rationnellement parlant, vous n'avez de compte à rendre à personne, c'est-à-dire que personne n'a joué la même campagne en fonction de l'édition, en fonction des personnages qui faisaient partie du casting, en fonction des règles que vous avez utilisées, des choix des joueurs, du nombre de joueurs, de la fréquence des parties, des résultats des jets de dés, hein, si on triche pas avec les dés derrière l'écran. Personne n'a joué la même version de la campagne, et c'était ça un des trucs que je trouvais vraiment cool que disait le mec de Lowhammer, là je crois que c'est Andy Lowe. Probablement que la première fois que vous allez faire jouer la campagne, bah c'est pas la meilleure version que vous auriez pu faire jouer de la campagne en fait. Parce que forcément, si vous l'avez fait jouer une fois et que vous essayez de la faire jouer une deuxième fois, vous aurez peut-être appris des trucs de la première qui vous feront changer des trucs et tout. Mais ce sera probablement une meilleure version que celle de la table d'à côté. Parce que à la table d'à côté, ils n'ont pas pris en compte vos goûts et ceux de votre table. La campagne, en gros, ce sera la vôtre et elle sera stylée. Et peut-être même que vous la ferez jouer plusieurs fois. Moi, ce que je vais faire du coup pour la campagne, parce que j'avais quand même un petit doute sur le système et tout, je pense qu'on va la jouer pas avec les règles de Warhammer. On va la jouer en Brigandine, parce que Brigandine, c'est un système que j'aime bien, qui est inspiré de Warhammer V2. J'ai déjà fait des vidéos dessus, donc c'est un système de James Tornade, qui appréciait pas particulièrement les règles de Warhammer, et qui a donc récupéré ce qu'il aimait pour faire sa version, en gros. Et comme moi, la Warhammer V2, bah, c'est mon édition, on va dire, de cœur en termes de règles, enfin, c'est un des jeux avec lesquels j'ai découvert, forcément, je partage certaines de ses affinités. Et du coup, Warhammer V2, pour moi, Brigandine V2, pardon, c'est vraiment, entre guillemets, la meilleure version de Warhammer V2, j'ai envie de vous dire. Mais on va même pas vraiment jouer à Brigandine V2. Parce que même si on va prendre la base de Brigandine V2, il y a un énorme mix bâtard que je vais faire avec Warhammer V4 et Warhammer V2. Donc en fait, on va jouer à une sorte de gloubi-boulga de règles qui va évoluer tout au long de la campagne. Donc je vais même pas me... Je pense que ça n'a aucun intérêt que j'essaie de vous expliquer vraiment les règles qu'on va utiliser avec une vidéo et tout, parce que ça va faire que évoluer. Je pense que de toute façon, si on se projette sur la durée de la campagne, il y a forcément des règles qui vont changer au fur et à mesure. Au vu de tous les trucs différents qu'il y a à jouer, je crois pas dans la résilience du système. Au bout d'un moment, il y a des trucs qui vont nous sembler lourds, au bout d'un moment, il y a des trucs qui vont nous sembler pas ouf, et on va les modifier. Mais grosso modo, voilà, on va prendre
le système de résolution de Brigandine V2, mais en essayant de s'inspirer des sorts de Warhammer V2. Je pense qu'au niveau de leurs effets, les sorts de Warhammer V2 ne nécessitent pas énormément de conversion parce que c'est quasiment du 1-1 en termes de stats Warhammer V2 et Brigandine V2. Quasiment. Il y a des trucs qui changent. Parce que par exemple, dans Warhammer, vous avez le bonus d'endurance qui réduit les dégâts. Oh là là, ça c'est tellement relou. Alors que dans Brigandine, ça vire. Donc forcément, les dégâts, leur échelle change par rapport à ça. Mais grosso modo, voilà, il y a beaucoup de similitudes dans le truc. Et pareil, par exemple, on va pas se servir de la monnaie de Brigandine, mais celle de Warhammer, pour tout ce qui est les prix des objets, etc. On s'inspire des carrières de Warhammer avant de choisir sa carrière. En fait, on génère son personnage avec Warhammer V4 sans prendre les stats. Genre, je tire aléatoirement, par exemple, ma race, je tire aléatoirement ma carrière et tout, avec les tables de Warhammer V4. Je prends l'équipement de Warhammer V4. Par contre, au moment où il s'agit de prendre des talents, des trucs mécaniques, on va prendre les trucs de Brigandine V2. Donc bref, ça va être un peu un gloubi-boulga. Je me suis inspiré de plein de trucs à droite, à gauche, que j'avais vu justement de gens qui faisaient des conversions de Brigandine Warhammer. Notamment sur le Discord de Brigandine. Et donc voilà, pour l'instant, voilà, j'ai un truc de départ, on verra ce que ça donne. Et donc pour ce qui est de The Old World, bah en fait j'ai toujours envie de jouer à The Old World, mais j'ai pas je vous ferai d'ailleurs une vidéo sur le guide du maître du jeu de The Old World quand il sortira. Probablement que j'essaierai d'y jouer à un moment donné, mais en fait même si The Old World m'attire, j'ai envie d'y jouer tel quel. En fait, j'ai la flemme de me dire, vas-y, je vais jouer avec le système de The Old World à la campagne impériale. Je me dis, le jour où je joue à The Old World, je joue dans le setting de The Old World, avec les règles de The Old World. Ce sera sympathique. Ce sera un autre Warhammer, quoi. Là, je pense que Brigandine ne va pas dénaturer du tout la saveur de la campagne impériale. Donc, c'est ça qu'on va utiliser. Donc voilà, j'ai terminé avec cette vidéo. Probablement que je vous reparlerai de Warhammer, c'est quasiment certain, puisque je vais baigner dedans, donc j'aurai pas forcément beaucoup de choses à côté pendant ce temps-là. Donc peut-être que je vous ferai des sortes de sessions récap, un peu à la Shadow March, mais on verra. D'avance, je peux vous dire que ça sert à rien de venir me demander. Je ne ferai pas de vidéo sur comment j'ai converti Brigandine, Warhammer et tout. La flemme. Si je le fais, c'est que j'ai envie de le faire. C'est pas parce que quelqu'un va me le demander. Et pour ce qui est des rapports de Shadow March, etc., je pense que ça devrait se faire. Je pense que je vais essayer de vous faire ça. Ce sera peut-être pas aussi visuel que quand j'avais fait la Shadow March, on verra, mais ce sera peut-être sous forme de podcast et tout. Et je verrai si c'est un épisode, enfin une partie jouée, un épisode, ou si je vous fais un truc un peu moins, pas un truc hebdo. On verra. J'espère que la campagne va durer, parce que là, je vous dis tout ça, moi, je suis chaud, je suis excité et tout, mais on sait pas ce qui peut se passer. Peut-être que les joueurs vont se barrer, que l'organisation, ça va pas marcher, j'en sais rien. Mais en tout cas, on est au bord du précipice, prêt à se jeter dans la campagne. Ça commencera probablement en septembre. On va faire quelques petites parties avant, je pense. Et je vous en reparlerai. Sur ce, merci de m'avoir écouté. Pour soutenir, n'oubliez pas, si vous voulez soutenir la chaîne, d'aller sur Tipeee. Ça peut m'aider à m'acheter mes livres de jeux de rôle. Ça m'aide en fait à faire vivre la chaîne, quoi. Pour tout le temps qui est investi dedans. Merci à ceux qui soutiennent déjà. Et puis voilà, à bientôt dans l'Empire de Warhammer.